Allez, on commence tout de suite par le point éco avec l'économiste d'Ecopfi, Florent Vabon. Florent Vabon qui est avec nous tous les 2 mois. Et Florent, comme vous êtes là tous les 2 mois, je vais commencer par revenir sur notre échange de la fois passée. Vous nous aviez parlé du Japon, vous nous aviez parlé des négociations salariales du printemps, vous nous aviez dit que ça voulait, on disait en termes local, shunto. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat ? 5,28% de hausse salariale négociée. Ok, donc c'est gigantesque. La conséquence de ça, c'est que la Banque centrale japonaise a relevé ses taux directeurs. Comment vous lisez cette décision ? Alors, revenir sur les salaires déjà, c'est gigantesque parce que c'est la plus forte hausse salariale depuis 1991. Donc c'est considérable. Ça fait rêver quelques Français. Exactement. Alors, effectivement, la dernière fois, nous avions dit la Banque centrale du Japon a encore des taux d'intérêt directeurs négatifs. En l'occurrence, c'était moins 0,10%. Désormais, elle autorise son taux court à fluctuer entre 0 et 0,1. Donc ce n'est pas encore une révolution, mais on sort de l'ère des taux négatifs. Mais elle n'a pas fait que cela. Elle a aussi décidé d'arrêter le contrôle de sa courbe des taux. Parce qu'au Japon, on contrôlait à la fois les taux court terme et les taux long terme. Et surtout, on le disait. Exactement. Alors cela étant dit, elle n'a pas arrêté d'acheter des obligations sur le marché, ce qui veut dire qu'elle peut toujours agir sur le niveau des taux à long terme, mais en l'occurrence, elle a arrêté. Elle a aussi arrêté d'acheter des ETF, parce que oui, la Banque du Japon a acheté des ETF, et l'équivalent des foncières cotées chez nous. Alors, est-ce que ça vous inquiète, cette évolution de la politique de la Banque centrale japonaise, puisqu'on rappelle la dernière fois, en termes d'allocation d'actifs, vous étiez favorable aux actions japonaises ? Ça ne nous inquiète pas parce que, pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est plus une normalisation de la politique monétaire plutôt qu'un resserrement monétaire. Aujourd'hui, au Japon, il faut voir l'inflation un peu comme un feu de camp. C'est-à-dire qu'on est aux prémices, j'ai envie de dire, donc il faut veiller dessus, il faut faire très attention. Et donc nous, on pense que la Banque du Japon va être extrêmement prudente dans sa manière de relever ses taux, en observant évidemment l'inflation, les salaires, ce qui se passe dans le monde, et puis la situation économique au Japon, qui est relativement correcte, mais qui a tendance à ralentir ces derniers temps. Et donc, pour répondre à votre question sur les actions japonaises, on est toujours positif, pour la raison que j'ai évoquée, la normalisation de la politique monétaire et pas un resserrement, c'est-à-dire que la Banque centrale du Japon est toujours accommodante. Des questions de gouvernance aussi d'entreprise au Japon, qui évoluent. Alors ça, c'est un argument qu'on avance même depuis, enfin quand je dis on, c'est collectivement depuis 2017, si je puis dire. Et puis le troisième point, c'est effectivement le fait que les valorisations sont plutôt correctes. D'accord. Et puis on se rappelle donc que le gouverneur du Japon essaie d'enclencher un cercle vertueux, salaire-inflation, qui fait que l'inflation ne serait pas vécue de manière aussi négative que ce que l'on peut vivre chez nous. Florent, je voudrais que maintenant qu'on fasse des petits matchs, très simples. On fait un match zone euro États-Unis. Donc, première question, qui dégainera le premier la baisse des taux directeurs? Est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est l'Europe? BCE, en juin. Ok. À votre avis, qui baissera le plus ses taux directeurs dans l'année 2024? BCE encore. Combien? 125 points de base selon notre scénario central. États-Unis, combien? Entre 75 et 100 points de base. Ok. Où l'investisseur taux doit-il plutôt investir? États-Unis ou zone euro? Zone euro. Où l'investisseur action doit-il plutôt investir? États-Unis, zone euro? Zone euro. On rentre maintenant dans le détail si vous le voulez bien. Situation américaine. Vous nous aviez la dernière fois parlé de quelqu'un, d'un membre de la Fed, qui est Christopher Wallen, en nous disant que sa théorie, c'était de se dire si l'inflation baisse, eh ben, il faut que les taux baissent. Aujourd'hui, où en êtes-vous? A priori, vous êtes en train de nous dire que la Fed pourrait passer après la BCE. C'est vrai que la dernière fois, lorsque je suis venu, j'ai dit baisse des taux en mai pour la Fed. Donc je peux passer un peu pour une girouette, mais il faut recontextualiser les choses. Donc je suis venu une première fois en décembre en disant la Banque centrale américaine, enfin notre argumentaire était fondé sur le fait que la Banque centrale américaine avait peur des fantômes des années 70, les fameuses vagues d'inflation successives, et que donc elle allait être extrêmement prudente. Donc on avait plutôt en tête septembre à l'époque. Ouais. Sauf qu'ensuite, quelques jours plus tard, il y a eu cette fameuse réunion, ce que tout le monde a appelé le pivot de la Banque centrale américaine en décembre, où ils nous ont dit effectivement, par la voix aussi de Christopher Waller, vous avez raison, que à partir de maintenant, il faut que la Fed suive la baisse de l'inflation et qu'il s'agit plutôt d'un ajustement de politique monétaire pour sécuriser l'atterrissage en douceur. Donc nous étions passés à cette époque-ci à mai, pour les raisons qu'on a évoquées, parce qu'on avait aussi des prévisions d'inflation qui faisaient en sorte qu'on arriverait à ces niveaux qui leur permettraient d'être confortables. Ensuite, on a eu la réunion de mars, qui là était un peu différente. On a eu aussi des prises de parole très très récentes de la part de Jérôme Powell, qui finalement nous dit « Je suis dans une position où j'ai le luxe d'attendre. »
parce que la situation économique américaine est bonne et parce que l'inflation baisse tranquillement. On a eu un mois de janvier et de février qui, nous, personnellement, ne nous inquiète pas plus que ça. Très fort, mais de moins en moins mauvais, et surtout, il y a des effets de saisonnalité. On continue de penser que la désinflation va se poursuivre. Et donc, on a décalé de mai à juin ou juillet, et mais l'argumentaire ne change pas par rapport à la dernière fois. Pour la Banque centrale américaine, selon nous, il s'agit d'un ajustement de politique monétaire et pas de l'enclenchement d'un cycle de baisse de taux parce qu'il y a récession. Cela étant dit, et je termine juste là-dessus, nous, ce qu'on surveille vraiment, c'est l'emploi. Et sur l'emploi, on a une lecture assez différente du consensus. C'est qu'on ne dit pas qu'on est à l'aube d'une dégradation massive sur le marché de l'emploi, mais on constate des irrégularités. Toutes les enquêtes, en termes d'emploi, tous les indicateurs ne donnent pas le même message. Et d'autre part, il y a aussi un problème de fiabilité dans les données, puisque pour mesurer la santé de l'emploi aux États-Unis, ce sont des enquêtes auprès des ménages, auprès des entreprises, et il y a de moins en moins de réponses. Donc ça, ce sont des irrégularités, une inconsistance. Qui fait qu'on travaille peut-être sur une donnée qui n'est pas tout à fait fiable. C'est ça le sujet. Ok, je voudrais justement, donc moi je comprends de tout ce que vous nous dites, que la bonne vieille époque de la forward guidance où les marchés ne se posaient pas la question de savoir ce qui allait se passer, on peut oublier. Justement, pour regarder un peu les anticipations, beaucoup d'investisseurs regardent quelque chose qu'on appelle les dots. Alors, première question, les dots, c'est quoi? Alors, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, effectivement, les dots, donc les points en français, c'est un document, un outil de communication assez formidable où chaque membre de la Fed, qu'il vote ou qu'il ne vote pas, parce qu'il y a plusieurs membres au sein de la Fed, ceux qui votent, ceux qui ne votent pas, donne son indication, sa prévision de taux directeur à horizon 2 à 3 ans. Et donc, graphiquement, ce sont des petits points qui placent donc chaque membre de la Fed de façon anonyme sur un niveau de taux directeur attendu. Et ensuite, on prend la médiane de ces points pour dire les dots entrevoient, en l'occurrence pour 2024, 3 baisses de taux. Voilà. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il faut le prendre pour argent comptant? Non. Est-ce que c'est, ou est-ce que, pour reprendre votre terme, c'est un outil de communication? Alors, je maintiens, c'est effectivement un formidable outil de communication, mais il ne faut pas le prendre pour argent comptant, parce que c'est à la fois des membres qui votent, des membres qui ne votent pas, et en plus, on ne sait pas, puisque c'est anonyme, et d'autre part, ça change régulièrement, puisque c'est actualisé tous les trimestres, donc ça change au gré de l'inflation, de la croissance, etc. Et pour rappel, en 2023, les dots de septembre nous indiquaient encore que les taux directeurs allaient aller jusqu'à 5,75%. Alors ils sont allés à 5,50, la différence est minime, mais si on compare avec la situation d'aujourd'hui où on chipote, si je puis dire, entre 3 ou 4 baisses de taux, ben on y est. Donc effectivement, il ne faut pas prendre les dots pour argent comptant. Vous m'avez dit que finalement les taux, selon vos anticipations, devraient commencer à baisser en zone euro et que du coup, les effets aussi un peu du calendrier fait que la BCE en ferait plus que la Réserve fédérale américaine. Pourquoi la BCE va bouger? Parce qu'elle considère que l'inflation est sous contrôle ou parce que la situation économique commence à faire un peu flipper? Un peu des deux, mon capitaine. La dernière fois que je suis venu, et même les fois précédentes, je n'ai cessé de dire que nos prévisions d'inflation étaient plus basses que celles de la Banque centrale européenne. D'ailleurs, elle les a révisées à la baisse lors de sa dernière réunion. Et que donc, finalement, comme la désinflation allait s'accélérer en zone euro, la situation allait être plus confortable, ou en tout cas, c'est une nécessité pour la Banque centrale européenne d'agir. Donc, il y a ce point-là. Les salaires, d'autre part, qui est vraiment l'élément central dans la réflexion de la Banque centrale européenne, sont en train aussi de s'infléchir. C'est-à-dire qu'ils augmentent de moins en moins, si on agglomère tout un tas d'indicateurs. Ensuite, vous avez la situation économique. Voilà. Effectivement, ma grande thèse de l'an dernier, c'était la divergence transatlantique, une croissance très molle en zone euro, très forte aux États-Unis. Aujourd'hui, on peut dire la situation économique, enfin, la zone euro est asphyxiée d'un point de vue économique. Donc c'est une raison supplémentaire, même si c'est pas dans son mandat. La Banque centrale européenne ne vise pas le plein emploi, etc. Mais malgré tout, ce sont des éléments qui nous poussent à penser que la Banque centrale européenne va passer donc 1,25% de baisse de taux sur l'ensemble de l'année 2024. Ce qui veut dire une baisse à toutes les réunions à partir de juin. C'est une conviction très forte parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que la Banque centrale européenne va s'affranchir du comportement de la Fed. Puisque comme on l'a dit, si on fait la distinction, la Fed c'est un ajustement de politique monétaire et la Banque centrale européenne c'est une nécessité en quelque sorte. Donc c'est un pari très fort de notre côté, c'est qu'il va y avoir effectivement des baisses de taux à chaque réunion pour la Banque centrale européenne. L'Europe qui affirmerait donc son indépendance. Dernière question, on a fait les petits matchs entre États-Unis et Europe sur les différentes classes d'actifs. Globalement, vous êtes plutôt action aujourd'hui ou vous êtes plutôt taux? Un peu comme la dernière fois, les deux. Enfin, en l'occurrence, on est plutôt neutre sur les actions, mais on a toujours une préférence pour les actions de la zone euro, pour des questions de décote. Et puis si l'on pense à cette idée de divergence transatlantique
qui pourrait se transformer en convergence transatlantique en 2024, à savoir par le haut pour la zone euro et par le bas pour les États-Unis, c'est un élément supplémentaire pour favoriser les actions de la zone euro, en plus de la décote. Il y a les petites et moyennes capitalisations qui sont également décotées en termes de classe d'actifs, donc c'est quelque chose qu'on privilégie également. Et sur les taux, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt zone euro que États-Unis, et plutôt crédit investment grade que crédit high yield, et également une préférence pour les obligations convertibles. Florent Wabon, merci beaucoup. On va tout de suite confronter vos idées avec celles de Nadine Trémolière. C'est le point marché.